Je pense qu'Emmanuel Macron était au courant des choix de Ban Dao et qu'il n'a pas supporté que celui de qui il s'était rapproché soit évacué comme ça. Je pense que c'est ça. Maintenant, je n'ai pas la preuve, mais si vous voulez, le ver est dans le fruit à partir de ce moment-là, à partir de l'éviction de Ban Dao et de Mokhtar Wane du gouvernement. Donc je pense que c'est ça. Et ensuite, bon, la junte militaire a très peur se méfie de la France. Je pense que c'est là où les rapports deviennent tendus et c'est à ce moment-là qu'ils décident de faire venir le groupe Wagner. Et je pense qu'au début, le groupe Wagner vient seulement pour protéger la junte et seulement pour protéger le pouvoir de la junte et pas pour combattre au Mali. Au départ, la seule raison d'appeler Wagner, c'est de protéger la junte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un moment historique pour la France. La France, les votes aux Nations Unies concernant la guerre en Ukraine ont montré quelque chose qui ne s'était jamais produit en 60 ans d'indépendance, c'est que la France n'a plus ses 14 voix à l'ONU. Et ça, c'est historique. Et je pense que l'énervement d'Emmanuel Macron est aussi dû à ça. C'est-à-dire que c'est le premier président de la Ve République qui n'a plus 14 voix à l'ONU pour soutenir la France dans ses décisions. Ça, c'est historique. Je pense que les gens ne mesurent pas ce qui s'est passé au cours de ces 5 dernières années. C'est vraiment un point de bascule. Si vous voulez, je pense que pour faire la grande histoire, parfois, il y a beaucoup de petites histoires. Donc, ce que je vous racontais au départ, c'est des toutes petites histoires. Enfin, ça ressemble à des toutes petites histoires, mais finalement, c'est ce qui va faire l'histoire avec un grand H. Et que la perte du Mali, elle est à la fois symbolique de la perte de l'influence française en Afrique, et puis elle est aussi, à mon avis, et c'est très... Enfin, elle est aussi, c'est très triste, mais c'est comme ça, parce que les militaires français n'ont pas mal agi, c'est la politique française qui ne les a pas aidés. Les militaires français, ils ont fait le job qu'on leur demandait au Mali, des soldats français morts, mais surtout, l'armée française au Mali, c'était un peu le dernier levier de puissance de la France. L'armée française était un peu, elle s'est désinstrumentalisée, elle perd ses voix à l'ONU, etc. Et l'armée française était le dernier levier de puissance de la France. Et avec le départ de Barkhane dans ces conditions, c'est aussi quelque chose qui affaiblit encore la France et qui affaiblit l'armée française. C'est-à-dire que pour le monde entier, la France était encore au Sahel. Alors elle reste au Sahel, mais dans une moindre mesure, et il n'en reste pas moins que la façon dont elle est partie du Mali peut être considérée comme un échec, même si l'armée française n'a pas failli, mais la politique française a failli. Et le résultat a été malheureusement celui-là. Les Nations Unies ne peuvent pas ne pas voir que le Sénégal, même si les présidents français et sénégalais sont très proches et qu'il y a une bonne relation entre le Sénégal et la France, mais ils ne peuvent pas ne pas voir que le Sénégal ne vote pas avec eux, que le Congo-Brazzaville ne vote pas comme la France le souhaite, que beaucoup s'abstiennent. Ça, je veux dire, ils ne peuvent pas ne pas le voir. Alors après, est-ce qu'ils sont un peu dans le déni ou pas? Je n'en sais rien, mais ça peut expliquer d'une certaine façon cette acrimonie. Je ne pense pas qu'il y ait des grandes étapes. Il y a eu une grande étape parce qu'il y a eu le coup d'État d'août 2020. C'est un coup d'État qui a balayé, alors j'explique un peu pour vos téléspectateurs et n'hésitez pas parce que parfois quand on est trop dedans, on fait des raccourcis, mais c'est un coup d'État qui a balayé le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était élu depuis 2013, qui avait été très très mal réélu et je crois qu'on peut dire qu'il n'avait pas été élu d'ailleurs en 2018.
Il avait, après 2018, il y avait eu des grandes manifestations au Mali, justement contre le pouvoir d'Ibeka, contre la corruption, contre la situation, sa gestion de la situation sécuritaire qui allait de mal en pis, parce que ça s'est dégradé. Vraiment, la situation malgré la présence de Barkhane, la situation sécuritaire au Mali s'est vraiment dégradée à partir de 2016-2017, notamment la dégradation dans le centre du Mali. Et donc il y a eu de violentes manifestations où vraiment les Maliens étaient très nombreux dans la rue. Il y a eu des élections législatives qu'Ibeka a manipulées et donc les gens n'ont pas élu. Enfin bon, il y a eu quand même un certain nombre de choses. Et puis Ibeka a été extrêmement fragilisé. Et c'est sur cette fragilité qu'est intervenu le coup d'État. Ce coup d'État, la France ne l'a pas vu venir. Ça pose quand même des questions parce que moi j'avais publié, c'est pas pour me faire un peu de publicité sur Iveris, mais j'avais publié « Va-t-on survivre à l'élection présidentielle de 2018 ?» Donc on savait que c'était très tendu, que Ibeka était fragile, etc., etc. Et il y a ce coup d'État de colonel. Je me rappelle le matin du coup d'État, j'ai un ami qui était lui aussi, qui faisait partie des manifestations et qui n'en pouvait plus de la gestion d'Ibeka. Je lui dis mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Il me dit oh moi dans ce pays je me méfie, les sauveurs deviennent souvent des bourreaux. Donc, il n'a pas fait partie des gens qui ont applaudi le coup d'État parce que, voilà, on ne savait pas qui étaient ces colonels, on ne savait pas qui était derrière. Et puis, la communauté internationale, face à ce coup d'État, a réagi, mais assez mollement. Ils ont très, très vite acté la fin d'Ibeka. Et d'ailleurs, ils ne vont pas demander, Ibeka n'est pas mort, il est à ce moment-là en résidence surveillée, et ils ne vont pas demander, comme ils le font tout le temps, que l'ordre constitutionnel soit garanti, que Ibeka reprenne sa place, ils ne demandent pas ça. Ils actent la fin d'Ibeka. Et finalement, la France ne le prend pas si mal. Et la communauté internationale ne le prend pas si mal, ils mettent des garde-fous, ils demandent que ça ne soit pas. Alors je suis pas, moi je vous raconte ce que je vois de l'extérieur, hein, je ne suis pas dans les coulisses de l'État et je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, comme je suis sur le terrain, les gens me parlent, je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. Et donc les choses se passent, la communauté internationale demande à ce que le chef de la transition, que le président de la transition ne soit pas un colonel. Donc il y a des tractations, il y a des discussions avec la CEDEAO, et puis finalement, ça ne se passe pas si mal non plus, et les colonels vont chercher un colonel à la retraite, donc du coup c'est un civil. Ils vont chercher Bandao, ce qui à mon avis n'était pas le meilleur choix. Mais bon, ils font ce choix-là et ils vont chercher un techno qui travaillait dans les institutions internationales, Mokhtar Ouane, pour être Premier ministre. Et là, ça se passe bien. Parce qu'on oublie assez vite, mais toute cette période se passe très très bien. Et d'ailleurs, il y avait une très très bonne harmonie, on peut aller jusqu'à ce terme-là, entre l'armée française et l'armée malienne. À tel point que les militaires maliens me disaient, on a l'impression d'être des supplétifs de l'armée française, parce que tout se passait vraiment, tout se passait bien. Et il y a un moment qui va marquer l'histoire, c'est Bandao, qui a donc été choisi par les colonels, qui n'a aucune autre légitimité, il n'a pas de légitimité populaire, il n'a pas été élu, et sa seule légitimité, c'est d'avoir été choisi par les colonels. Et Bandao va faire un remaniement ministériel, et il va exclure de son nouveau gouvernement deux très importants colonels qui sont Koné et Camara. Et c'est les deux qui sont
catalogués comme pro-russes. Il les exclut et là, ça ne passe pas du tout. Les colonels n'ont pas envie d'être... veulent garder leur unité. Et donc, ils font ce qu'on a appelé un coup dans le coup, ce que eux ont appelé une rectification de la transition. Et ils enferment Bandao et Mokhtar. Et le colonel Goïta décide d'être président de la transition. Et c'est à partir de là que les relations vont se tendre. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Je pense le savoir, mais pas avec assez de, pas assez de certitude pour raconter les détails, parce que souvent, bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient des arguments, et ils avaient des arguments sérieux pour montrer que Bandao les avait trahis. Et ils sont allés, le président en exercice de la CEDEAO à ce moment-là était le Nana Akufo-Addo, le Ghanéen. Et quand ils ont montré ces preuves sérieuses de la trahison de Bandao, Nana Akufo a accepté que Goïta, donc un militaire, prenne la tête de l'État. Et c'est à partir de ce moment-là que les relations vont se tendre avec la France. La France est contre ce fait-là. La France ne supporte pas d'être désavouée par la CEDEAO.